Bonjour à tous. C'est un coup de tonnerre dans le paysage politique camerounais. Une semaine après l'ouverture de la campagne électorale dans le pays, le principal adversaire politique du chef de l'État, partisan du boycott, a organisé un giga-meeting à Paris en France, une mobilisation record de plusieurs milliers de Camerounais, militants du MRC, sympathisants et autres curieux. Ils sont venus comprendre les motivations profondes du professeur Maurice Kamto, engagé dans une campagne internationale d'explication des enjeux du boycott des élections législatives et municipales, classé officiellement deuxième lors de la dernière élection présidentielle. Le président du MRC soutient mordicus que l'organisation de ces élections locales va plutôt aggraver les tensions politiques dans un pays meurtri par 3 ans de guerre et de désastres humanitaires dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Aux yeux du professeur Kamto, le statut spécial des régions anglophones et le code des collectivités territoriales décentralisées sont loin d'être des solutions politiques idoines capables de ramener la paix dans une république gérée d'une main de fer, alors que le président Paul Biya et son gouvernement ont tensé une minorité de la diaspora et des opposants sur leur attitude anticonstitutionnelle et attitude violente sans argument politique pertinent. Maurice Kamto déplore la fuite en avant d'un pouvoir qui refuse le consensus politique sur la gouvernance et le processus électoral. Il appelle alors la diaspora à rester debout et poursuivre son activisme politique et citoyen pour contribuer à l'alternance démocratique et au développement du pays. Les Camerounais sont-ils en train d'assister à un nouvel épisode d'un bras de fer entre Paul Biya et Maurice Kamto sur les réformes urgentes à mettre en œuvre pour sortir le pays d'une grave crise sociopolitique et d'une guerre fratricide? Que signifie cette mobilisation record des Camerounais de la diaspora à un meeting d'un opposant partisan du boycott des élections législatives et municipales? Quelle est l'incidence politique sur le théâtre de la campagne électorale? À mi-parcours de la dite campagne, la nouvelle expression constate que le climat d'insécurité affecte la campagne dans les régions du nord-ouest et sud-ouest à tel point que les affiches des candidats sont rares et les meetings populaires quasi inexistants dans plusieurs localités vidées de population. Cependant, Cameroun Tribune relève que la stratégie porte-à-porte est utilisée par plusieurs partis politiques, à l'instar du RDPC, du SDF et de l'UDC, pour convaincre les populations à les voter le 9 février prochain. Dans le reste du pays, le Messager note qu'il y a une atmosphère de plomb dans cette élection, sans grands enjeux dus à l'absence du MRC. Dès lors, le discours de campagne de certains sommiers politiques du RDPC se résume souvent en injures et insultes contre les partisans du boycott. Entre couac et ambiance terne, quel est le bilan à mi-parcours de cette campagne électorale? Loin des joutes politiques, la capitale Yaoundé a été le théâtre d'une violente répression contre des enseignants mobilisés pour rendre hommage à leurs jeunes collègues assassinés au lycée classique de Colbison. L'utilisation du gaz lacrymogène et des canons à eau contre ces enseignants ont provoqué une avalanche de critiques dans la presse. Pour le quotidien Le Jour, ces actes de répression sont qualifiés de sauvagerie. Des enseignants endeuillés ont été brutalisés et séquestrés selon ce journal. La mise en biais d'un jeune enseignant froidement assassiné s'est transformée en une véritable chasse aux seigneurs de la craie, titre Le Messager. Des actes de répression qui apparaissent comme une deuxième mort du jeune Boris Kakounté regrette la nouvelle expression. Malgré le harcèlement des forces de l'ordre, Mutation affirme que la révolte a pris corps chez les enseignants et à la surprise générale, le chef de l'État, Paul Biya, a publié sur son compte officiel Facebook ses condoléances à l'endroit de la famille endeuillée et la communauté éducative 2 semaines après l'assassinat de ce jeune enseignant. Qu'est-ce qui explique une telle attitude à l'égard des enseignants? Comment expliquer un tel mépris? Quelle est la situation des enseignants aujourd'hui au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des invités de haut vol sur ce plateau de droit de réponse. Et pour cette nouvelle édition, je reçois cet après-midi Angelbert Lebondachua. Angelbert, bonjour. Bonjour Monsieur Noufeleux, bonjour à vos millions de téléspectateurs.
C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être sur Droit de Réponse. Vous êtes représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés sur ce plateau. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et en face de vous, Pascal Charlemagne Moussanga Niamdi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Equinox. Et je voudrais ici saluer le courage des Camerounais face à une adversité politique de déstabilisation du Cameroun qui est en marche. Mais je pense qu'ils vont résister. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC. Vous êtes dans la commission départementale de supervision de la campagne électorale dans le CAM pour le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, le premier vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copanélistes et bonjour à vos téléspectateurs. Je précise également que vous êtes tête de liste UDC dans la circonscription électorale de Voury Centre. Également présent sur ce plateau avec nous, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Cambia. Bonjour Edmond. Seydou Félé, bonjour. Je salue tous les copanélistes. Mes salutations également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette émission. J'ai également une pensée pieuse pour ce jeune enseignant Tchakounté qui a été assassiné dans des conditions que tout le monde sait. Et j'ai une pensée également pour tous les enseignants indignés par cet assassinat et qui ont été victimes récemment d'une répression inadmissible. Commençons par ce sujet d'actualité brûlant qui alimente les conversations à travers le pays et sur les réseaux sociaux. Avec vous, Engelbert Lebon Dachua, meeting du MRC à Paris en France, alors que le pays fait face à une campagne électorale pour les législatives et municipales. Comment expliquer d'abord le choix de Paris et cette mobilisation des Camerounais pour écouter le président national du MRC? Bon, déjà, il faut signaler que ce n'était pas le meeting du MRC, c'était le meeting du MRC et de ses alliés. Parce qu'à côté, on avait M. Christian Penda et Koka qui prenaient une part importante dans l'organisation de cet événement. Alors, pourquoi Paris? Paris était prévu, mais malheureusement, à l'époque, donc le président élu, le professeur Maurice Kamto, avait été arrêté avec ses alliés au moment où donc, ce voyage avait été programmé. Donc, il était tout à fait normal qu'à sa sortie de prison, que cet événement soit naturellement reprogrammé. Et on a fait le choix de Paris parce que Paris semblait pour nous représenter la ville qui pouvait, où tous nos militants et sympathisants de l'Europe pouvaient facilement rallier. Voilà le choix de Paris. Bon, maintenant, pourquoi un événement pendant une campagne électorale? Je pense que nous avons été suffisamment clairs sur le sujet. Nous ne prenons pas part aux élections couplées du 9 février 2020 et par conséquent, donc, nous continuons donc notre activité politique et parmi ces activités politiques, donc, le président Kamto avait prévu d'aller dire merci à cette diaspora-là qui nous a soutenus pendant les moments où nous étions en prison. Donc il était de bon ton et je pense qu'on a fait que leur rendre ce qu'ils méritent. Quels sont les chiffres que vous avez sur cette mobilisation des Camerounais à ce meeting du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Et quel message en rassemblant les Camerounais sur la place de la République à Paris en France? Alors, il faut savoir que le choix de la place de la République était un choix assumé d'autant plus que je pense que c'est M. Moussanga Niamdi qui le sait mieux que moi, lui qui a également été à Paris. La place de la République est redoutée par de nombreux hommes politiques. Parce que pour pouvoir faire le plein d'œufs là-bas, il faudrait vraiment être un homme politique populaire. Donc, nous, sachant donc que le président Kamto est un homme aimé de son peuple, nous n'avions aucun souci à penser que nous remplirions cette place, ce qui a été évidemment fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les guerres des chiffres. Je pense que les images sont là pour parler d'elles-mêmes. Mais du côté organisation du MRC et de ses alliés, on parle aujourd'hui de plus d'1 million de Camerounais. Parce qu'il faut savoir que les Camerounais sont partis de partout,
de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, c'était véritablement le plein d'œuvre. Et ceci vient, s'il en était encore besoin, ceci vient renforcer le fait que le président Kamto aujourd'hui est le président qui fédère les Camerounais. C'est le président qui mobilise les Camerounais. C'est le président en qui on croit véritablement. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il faut s'appeler Kamto. Alors, Edmond Kamgia, vous êtes journaliste depuis une trentaine d'années. Des Camerounais mobilisés autant pour suivre un opposant partisan du boycott à ce moment précis où nous sommes à mi-parcours de la campagne électorale pour les législatives et municipales. Quelle est l'analyse que vous faites de cette mobilisation et des discours politiques qui a été prononcé à la place de la République à Paris en France? On peut avoir une double explication de cet événement. Une explication politique, une explication diplomatique. D'abord l'explication politique, et je crois qu'en partie, Angélbert Lebon l'a suffisamment expliqué par rapport au rendez-vous qui avait été pris avec les Camerounais de la diaspora au lendemain de la présidentielle. Je voudrais juste ajouter au niveau de l'explication politique le souci pour un homme politique, notamment un opposant, d'être en face avec une partie des populations de ce pays, notamment les populations de la diaspora camerounaise, à l'étranger en général, en particulier en Europe. Maintenant, il faut ajouter également le contexte dans lequel se déroule politiquement cette rencontre. Nous sortons d'une crise post-électorale qui n'est toujours pas résolue. D'un. Deux, nous sommes dans une situation où on va organiser une élection, des élections législatives et des élections municipales, et le parti dont Maurice Kamto est le président national a décidé de boycotter. Et on voit très bien que l'événement se déroule, qu'on le veut ou non, dans une période qui coïncide avec la campagne électorale. Et il faut lire cette coïncidence probable dans le fait, pour le MRC, qui, il faut le dire, depuis 2 ans et même plus de 2 ans, a réussi à mobiliser la presse nationale, en tout cas l'opinion publique nationale et internationale, dans le cadre d'un agenda setting. On ne parle que du MRC depuis plus de 2 ans dans ce pays. Et pour un parti politique de l'opposition, ça compte. Ça montre que ce parti est un parti très présent sur la scène politique. Quand on parle de ce parti, en bien ou en mal, c'est important pour ce parti politique. Ça, c'est ça qu'il faut noter. C'est important pour un parti politique d'être très présent sur la scène nationale et même internationale. Maintenant, la deuxième explication politique qu'il faut noter, c'est que nous nous trouvons vraiment à la croisée du chemin, où le Cameroun connaît une crise très importante, qu'on a d'abord appelé la crise anglophone, mais également le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui n'a pas trouvé de solution. Et tout le monde sait que c'est une des raisons fondamentales pour laquelle le MRC a décidé de boycotter les élections. Et tu l'as dit tout à l'heure, Cédric Noufele, la nouvelle expression s'est rendu compte dans ses reportages sur le terrain que c'est une situation de terreur dans le nord-ouest et du sud-ouest. Alors qu'on s'attendrait à ce que les soldats, notamment les gendarmes qui ont été déployés sur le terrain, essaient de faire en sorte que tout aille pour le mieux, mais ce sont les populations qui sont en train de quitter massivement le nord-ouest et le sud-est parce que ces populations ne se sentent pas en sécurité. Je vais terminer par l'aspect diplomatique qui est tout aussi important. Le choix de la capitale, Paris, pour un diplomate ne peut pas paraître anodin. Compte tenu des relations non seulement bilatérales qu'entretiennent la France et le Cameroun, mais également le niveau d'implication de la France dans ses relations avec les différents chefs d'État qui ont gouverné le Cameroun, et notamment leur prégnance, pour ne pas dire, entre guillemets, leur ingérence dans les affaires politiques internes du Cameroun. Et tout le monde sait la position de la France par rapport au dossier politique, au dossier concernant la crise anglophone au Cameroun. C'est une position qui est totalement antagoniste par rapport à la position du MRC et de l'opposition en général. Donc, c'est un message fort que Maurice Kamto est allé adresser à Paris. Un message politique, mais un message diplomatique également. Diplomatique à l'endroit de Paris. Le choix de Paris, je le disais tantôt, n'est pas banal, n'est pas anodin. Il s'adresse à Emmanuel Macron chez lui-même, pour le dire terre à terre. Et c'est un message aussi qu'il adresse
à l'ensemble des pays amis du Cameroun, notamment les pays européens, qui ont, il faut le rappeler, au niveau du Parlement européen, adopté une résolution forte, sur laquelle, il faut le dire, Maurice Kamto s'est appuyé pour boycotter les élections. Parce que l'un des points de cette résolution dit clairement qu'il était important que l'on convoqua l'ensemble des acteurs politiques pour réviser de manière consensuelle le système électoral. Ce qui n'a jamais été fait. Et le minimum aurait été de réviser le code électoral pour que l'ensemble des acteurs politiques puissent avancer ensemble dans des conditions de sérénité et pour éviter une autre crise post-électorale ou alors promouvoir la paix dans le pays. Après vous, Cyril Sambaka, sur cette mobilisation des Camerounais de la diaspora pour assister à un meeting d'un opposant qui, lui, est partisan du boycott de ces élections législatives municipales, élections auxquelles vous prenez part en tant que tête de liste, comment analysez-vous cette mobilisation des Camerounais de la diaspora qui suivent un leader politique? Je crois que c'est un effet de mode. Hein. Je vous en Je prie. crois que c'est un effet de mode. Ça se passe comme ça à Paris. Hein. Vous allez voir avec Jean Ping, c'est la même chose. La contestation gronde. Hein. Elle gronde à travers le pays, à travers la diaspora solidaire. Parce que quand vous y allez, la première chose, vous vous rendez compte que les Africains se retrouvent, et notamment à cet endroit, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une vague de contestation qui gagne l'Afrique. Bon, maintenant, moi, je n'ai jamais analysé les positions du MRC, je ne l'ai jamais fait. Moi, je suis dans un parti politique, nous avons opté d'aller aux élections. Nous avons opté d'aller aux élections parce que précisément, nous avons déjà boycotté 2 fois. Peut-être que après ce boycott, il y a certaines choses qui pourront s'accorder au niveau de l'opposition camerounaise. Mais ce que nous disons, c'est que c'est bien que les Africains, je préfère les généraliser, de la diaspora, se réveillent. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y avait un quiproquo, n'est-ce pas, dans cette affaire où on disait que Maurice Kamto voulait prendre le pouvoir par la force. Mais le discours, du moins une partie du discours que j'ai entendu, ou la conférence de presse qu'il a faite, il parlait de la paix. Donc moi je crois que l'heure est beaucoup plus à la décrispation. Il faut se mettre ensemble pour définir des choses, et puis je peux vous dire que ce code électoral dont on parle, nous en parlons depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a un code électoral alternatif au Cameroun qui a été fait à la suite des revendications des partis politiques, la société civile. Je crois que Edmond Kamdia et moi, on s'est déjà retrouvés, n'est-ce pas, pour discuter de ces choses dans un cadre précis. Donc en fait, le refus d'un consensus sur le code électoral date. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et pour avancer, les partis politiques s'étaient réunis avec la société civile. Il y a eu un code électoral alternatif. Donc, ma foi, je dois dire que je ne peux pas refuser, du moins critiquer, un parti politique de l'opposition qui a choisi son chemin. Parce que, en fait, ce que nous cherchons, tous les partis politiques, c'est d'arriver, c'est un projet, c'est d'arriver, n'est-ce pas, à ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un climat apaisé, avec un code électoral consensuel, avec un système électoral limpide, n'est-ce pas, où on a besoin de féliciter celui qui a gagné. Donc, les voies, les mécanismes pour atteindre ces objectifs peuvent être différents. L'essentiel, c'est de respecter, n'est-ce pas, le choix des uns et des autres, puisque les objectifs semblent être les mêmes. Donc moi je dis, c'est une bonne chose, la démocratie avance, mais vous comprendrez que le terrain que je suis en train de faire est tellement lourd, parce qu'il faut effectivement faire du porte-à-porte, que je ne me suis pas concentré
à savoir exactement ce qui s'est passé à Paris. Mais comme tout le monde, j'ai un téléphone, j'ai vu un certain nombre de choses et j'ai dit c'est bien pour l'Afrique parce que moi je ne mets pas ça sur le compte du Cameroun, je mets ça sur le compte de l'Afrique. Il y a une autre Afrique avec une diaspora qui veut absolument s'impliquer. S'impliquer parce que au résultat des élections présidentielles, la diaspora, on peut dire qu'elle n'a pas voté. Vous comprenez? Mais quand on voit cette mobilisation, ça veut dire qu'il y a une envie de s'impliquer, ce qui est une très très bonne chose. Une mobilisation record de la diaspora camerounaise au meeting d'un principal adversaire politique du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle. Avec vous, Pascal Charlemagne, Msanga Nyamding, oui. Sur cette mobilisation des Camerounais, comment analysez-vous ces images? D'abord, je voudrais, au niveau de l'analyse des images, il s'agit d'un signal communicationnel et stratégique qui tend à amener le ministre Kamto à affirmer sa légitimité auprès des populations, auprès de l'opinion nationale et internationale. Voyez-vous, contrairement aux positions très extrémistes de mon frère et ami Edmond Kamia, moi je pense que M. Kamto opère avec beaucoup de techniques de modernité. Aujourd'hui, il apparaît sur ce premier point comme celui qui a à la fois une crédibilité auprès des Camerounais et des Africains de la diaspora, parce que comme l'a bien dit Sambaka, il s'agit aujourd'hui d'un réseau. Parce que si je voudrais apporter plus de précision à ce que disait le représentant du MRC ici, Angelbert, il y a un réseau aujourd'hui des Africains de la diaspora à l'effet de protester et de mobiliser les opinions publiques, à la fois nationales et internationales, sur les questions de gouvernance politique en Afrique. Dans le temps, et là je crois que Sambaka l'a dit, on l'a vu avec M. Jean-Ping, et encore moi quand j'étais étudiant à l'époque, j'ai été moi-même étudiant, et je me souviens, j'ai marché avec, pour Alpha Condé à l'époque, c'est avec son fameux parti, le PGP, et je peux vous dire que c'est un message qui tend tout simplement à montrer que M. Kamto est plus que jamais l'interlocuteur, si vous voulez, privilégié de ce régime, du point de vue démocratique. Et il y a donc un problème de leadership. Et d'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises, un opposant au président Paul Biya, là, il met complètement de côté et hors d'état d'affirmation d'une légitimité ses adversaires politiques nationaux. Je pense ici à des personnalités comme John Fundi qui sont complètement absents, mais de plus en plus du jeu politique. Je pense ici à des personnalités comme Adamou Ndamjoua qui a son représentant ici, dont le vice-président est mon frère Sambaka, et bien d'autres. Donc sur ce plan, il se positionne de plus en plus comme le challenger numéro 1 du président de la République. Deuxièmement, puisqu'il y a 3 points qui me permettent d'analyser cet événement. Deuxième point, en tant que politologue, je ne fais pas ici une analyse de militant, j'ai suivi le discours du ministre Kamto. D'abord, lorsqu'il était en prévention à la prison annexe de Koundengui, et je l'ai écouté lorsque Maître Moretti est venu, et j'ai surtout écouté Maître Moretti. Alors, il a lâché quelque chose d'important. Je tends la main. Et alors, vous voyez que c'était une stratégie plausible qu'aucun politologue sérieux ne peut nier. Lorsqu'on l'a encore écouté, il était invité, je crois, sur votre plateau. La vérité en face. La vérité en face. J'ai vu quelqu'un qui s'affirme de plus en plus comme un homme d'alternance. Et je crois que quand on écoute sa prise de position et son discours, où il a plusieurs fois parlé de la paix, même si paradoxalement, il a été très critique vis-à-vis de l'état de la nation, parce que nous ne sommes pas dans une dictature, contrairement à ce qu'il a dit. Je constate que le ministre Kamto
veut une coalition dans le gouvernement. C'est-à-dire que, sans risque de me tromper, hein, ça c'est l'analyse de l'un des politologues les plus rigoureux hein, de la planète, hein, ou dans le jeu où les Africains analysent. Je crois que ce dont il a besoin actuellement, je le sens très bien, il veut entrer au gouvernement, il interpelle le président de la République à l'effet de dire qu'après tout, je suis là, j'ai joui d'une légitimité, d'autant plus que dans le système gouvernant, hein, et au pouvoir central, il y a tellement de gens impopulaires. Il y a une contestation en interne qui fait que il utilise, vous savez, c'est l'occasion qui fait le larron, cette espèce de fébrilité qui est autour du système gouvernant, c'est-à-dire autour du président de la République, où on a beaucoup de ministres impopulaires, on manque d'action parfois visible, hein, lorsqu'on analyse avec beaucoup de rigueur l'état actuel. Bon, la nature ayant horreur du vide. Et bien, M. Kamto s'est dit, mais tiens, comme les Messanga Nyamding ne sont pas propulsés, hein, comme les Messanga Nyamding et d'autres hommes populaires du RDPC sont écrasés, on a vu les investitures, alors je saisis cette opportunité où le RDPC neutralise ses propres champions pour m'affirmer et me positionner. Parce que quand vous regardez très bien, il a la même position qu'un Kaba Libi. N'oubliez pas que Kaba Libi, qui va aujourd'hui en campagne, n'a jamais reconnu la victoire du président de la République. On peut donc comprendre qu'ici, M. Kamto apporte une fois de plus la preuve que, et il nous met tous la pression que si le régime ne joue pas demain, après cette élection, avec des gens populaires, des gens ayant une assise, eh bien, incontestablement, il va occuper l'espace. Et puis, quand vous voyez, Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, quand vous voyez le principal adversaire politique du chef de l'État mobilisé autant de Camerounais de la diaspora, et quelques mois plus tôt, le président de la République, Paul Biya, lui, il a fait face à des mouvements de contestation lors de ses séjours à l'étranger. Comment analysez-vous cette attitude de la diaspora vis-à-vis du président de la République et vis-à-vis de son principal opposant lors de la dernière élection présidentielle? Le ministre Kamto aspire à prendre le pouvoir. Le président Paul Biya gouverne. C'est-à-dire, au-delà de la maîtrise du pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'expérience du pouvoir. Et vous allez voir que M. Kamto est venu avec un pan très profond attendu par la diaspora. Je me souviens, parce que j'ai bien visité son programme politique, il a dit, j'arrive au pouvoir, je reconnais la double nationalité. Bon, or, vous allez voir que dans l'exercice du pouvoir, le président Paul Biya est entouré par nous qui sommes ses alliés, mais qui n'arrivons pas encore à jouer sur le jeu, je dis bien, du populisme. Vous savez, aujourd'hui, M. Kamto promet tout. Il occupait tout ce que la diaspora attend, notamment la question de la double nationalité. Mais le chef de l'État l'avait aussi promis à cette diaspora camerounaise il y a plusieurs années. J'étais, moi, Messanga Nyamding, au pavillon Dauphine, où le président, effectivement, a parlé de la question du vote des Camerounais et celle de la double nationalité. Malheureusement, rien n'est mis en œuvre. Donc, vous voyez qu'à partir de là, je crois que M. Kamto, vous savez, pour compétir, vous savez, un bon footballeur, moi j'ai été un excellent footballeur, vous allez voir que lorsque vous jouez au football et vous avez en face quelqu'un qui tient la règne du football, qui joue bien, le match peut être beau. Je pense qu'aujourd'hui, M. Kamto nous met la pression et il va plutôt obliger le RDPC à court terme, je dis bien, à court terme, à mettre sur le champ du jeu politique ses meilleurs éléments. Justement, là, je continue à penser, et je suis là-dessus, sur ce troisième et dernier point, que, effectivement, il est temps pour moi qu'on réfléchisse, parce que je suis un biaïste, c'est-à-dire je porte la vision du président Paul Biya. D'ailleurs, je pense d'ailleurs que je suis son dernier Maurican qui porte le renouveau dans son contenu, rigueur et moralisation encore. Et sur ce point, je refuse l'extrémisme et je pense qu'il faut qu'on discute avec le ministre Kamto. Pour moi, rien ne me dérange en tant que progressiste, en tant que biaïste, qu'une personnalité comme Kamto entre dans un large gouvernement d'ouverture où effectivement on peut transformer le Cameroun. C'est bien compris. Angelbert Le Bondachua, la stratégie du président du MRC serait-elle liée à une entrée dans un gouvernement de large consensus
et coalition, comme le laisse entendre Msanga Nyamding sur ce plateau? Non, je pense qu'il faut corriger ça tout de suite. C'est-à-dire quand quelque chose d'aussi grave se dit sur le président Kamto, je pense qu'il faudrait corriger ça très rapidement. Alors, il faut que ce soit clair et net pour M. Msanga Nyamding. La volonté de Kamto aujourd'hui n'est pas d'entrer au gouvernement et n'a jamais été d'ailleurs question. La volonté du président Kamto, c'est de redonner au peuple camerounais sa dignité. Il pense peuple, il ne pense pas Kamto. La main tendue peut être entendue de manière simple. Il tend la main à M. Biya parce que dans le cadre des élections présidentielles au Cameroun, on sait ce qui s'est passé. Donc il faut absolument... Vous les avez perdus. Il faut absolument que le solde de ce compte-là soit fait. Vous comprenez? Ce n'est pas nécessairement entre au gouvernement. On est aujourd'hui à un moment donné où on sort d'une élection qui a créé le grabuge que cela a pu créer, et nous sommes en train de repartir à une autre élection sans que certaines choses n'aient été réglées. Notamment, revoir, et ça c'est capital. Parce que moi, franchement, aujourd'hui, participer à ces élections relève même d'un problème de morale en y allant. Comment peut-on aujourd'hui aller à ces élections avec le système électoral actuel que nous avons, avec le code électoral qui est, la loi électorale qui est en place, et un conseil constitutionnel partisan que nous avons démontré lors des présidentielles. Donc, je pense que quand on a un minimum de respect pour certains combats, il y a des choses auxquelles il vaut mieux ne pas penser, c'est-à-dire notamment l'entrée du président Kamto au gouvernement. Moi, je peux vous le souhaiter, M. Msanga. Non, ne me le souhaitez pas. Non, je peux vous garantir que c'est ce qu'il négocie, mais vous ne le savez pas. Alors, vous êtes hors jeu. Je suis en train Les téléspectateurs, monsieur, moi je vous garantis que vous êtes hors jeu. Je suis en train de vous dire. Vous ne pensez la pas parole pour ça, Msanga Nyamding. Oui, mais il dit n'importe quoi. Je suis en train de vous dire. Sauf si vous avez la même proximité que moi avec le professeur Kamto. J'ai pas besoin d'avoir de proximité. Alors, sauf si vous êtes membre du directoire du MRC ou encore du Conseil national du MRC, alors je vous prierai de faire attention à certaines déclarations que vous faites, surtout quand c'est des déclarations graves. Je suis politologue, j'ai analysé une situation. Non, analyser. Moi je viens sur le plateau avec une identité. Restons sous le débat de fond. Identité en dehors de MRC. Msanga Nyamding. Moi je viens ici comme politologue. Vous êtes ici, vous êtes quoi? En dehors de MRC. Vous êtes ici comme membre titulaire du comité central du RDPC. Je suis d'accord, mais les gens sans identité doivent vous respecter. Vous permettez qu'il aille jusqu'au bout. Oui, oui, mais qu'il soit sérieux. Le bon d'accord. Vous avez la parole. Allez-y, je vous en prie. D'accord. Le politologue qui se présente aujourd'hui, je ne peux pas revenir sur des prédictions qu'il avait faites par le passé et qui aujourd'hui s'avèrent archi faux. C'était une seule. Alors, non, je vous prends revenons à l'essentiel. C'était une seule. Je vous en prie pour ça, Msanga Nyamding. J'ai dit que Kamto allait se radicaliser, il se radicalise. Je vous en prie pour ça, Msanga Nyamding. Laissez qu'il aille jusqu'au bout, vous allez réagir. Moi, je vais répondre de tac à ce monsieur. Non, on respecte les points de vue des uns et des autres. J'ai dit qu'il allait se radicaliser. d'aller jusqu'au bout. Je vous en prie, je vous rappelle les règles. Je vous en prie. Je vous rappelle les règles de l'émission. Merci. Vous donnez l'opportunité à d'autres panélistes de pouvoir donner le point de vue. Et lorsqu'ils finiront, et je vous donnerai la parole, à condition que vous restez respectueux à l'égard des uns et des autres. Angèle-Bert Lebon, vous pouvez y aller. Alors, il m'a fait complètement perdre le fil de mes idées. Non, je pense que je voulais déjà, premièrement, faire ce point-là. D'accord? Il n'est pas, je veux dire, même dans son rêve le plus fou, j'ai dit même dans son rêve le plus fou, M. Kamto, aujourd'hui, ne pense pas entrer dans un gouvernement. C'est quelqu'un qui est prêt aujourd'hui au sacrifice suprême pour son peuple. Et quand on est dans cette prédisposition, ce n'est pas la personne de manière individuelle qui intéresse, c'est le peuple qui est en face. Comment pouvez-vous, M. Noufele, dans un pays comme celui-ci, où vous allumez votre télé, vous regardez les infos, il n'y a rien qui puisse vous faire sourire. Rien.
C'est la lumière qu'on a coupée, les populations sont en train de marcher, c'est les gens qui meurent, c'est la guerre qui continue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais comment dans un contexte comme celui-ci, même moi, Dachua, qui n'est même pas à la stature du président Kamto, s'il me propose aujourd'hui d'entrer dans son gouvernement, je dirais vraiment un niet, le niet le plus sec. Sachez qu'il y a des gens qui ont de la dignité et qui pensent au peuple camerounais avant de penser à qui que ce soit. Vous savez ce que je dis à mes amis tous les jours? Et ils le savent. Et ils savent que ce que je leur dis est vrai et profond. Si on me donne à moi 1 milliard de francs CFA de porter la tenue du RDPC, de marcher sur 100 mètres, moi, Dachua, je le ferai jamais. Et quand je le dis, je le dis du fond du cœur. Donc, sachez qu'il y a des Camerounais aujourd'hui qui ne pensent pas qu'à eux, qui peuvent aussi penser au peuple camerounais avec toute sa souffrance. Pourquoi la stratégie donc du boycott alors que l'opposition estime qu'il faut aller challenger le RDPC sur ses propres installations afin de faire bouger les choses au sein des institutions camerounaises? Et je pense qu'on a suffisamment éclairé l'opinion nationale et internationale, nos militants, nos sympathisants, sur le pourquoi nous n'allons pas aux élections. C'est extrêmement simple. Avec ce que nous avons aujourd'hui comme système électoral, et ceux qui sont en train d'aller à l'élection aujourd'hui, ceux de partis d'opposition qui vont à l'élection, je ne peux pas les condamner, c'est leur choix. Mais je dis, ils feront tôt de constater que avec ce système-là, les dés sont pipés et que tout est joué d'avance. Sauf si on rêve de s'appeler Monsieur le maire ou honorable. La deuxième chose, ou président que nous avons dit, ou président Kamto, la deuxième chose, notre rêve. Bon, je finirai, et permettez la tautologie, je finirai par finir. Alors, la deuxième chose, c'est que aller aux élections aujourd'hui, pendant que les gens meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, je regardais encore les images ce matin. Je condamne d'ailleurs cette violence. Des militants du RDPC qui sont arrêtés et on les oblige à faire un bain de sable. Sans compter ceux qui sont exécutés. Je dis moi-même, si j'étais militant du RDPC, je refuserais de m'associer à cette mascarade. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas aller à une élection locale alors que nous sommes conscients que dans une partie du Cameroun, ces élections ne vont pas se dérouler. Rien ne nous empêche, rien ne nous empêche de nous asseoir et régler véritablement la crise anglophone. Et rien ne nous empêche de nous asseoir et repenser notre système électoral de manière consensuelle. Sauf si on a de mauvaises intentions et sauf si on est de mauvaise foi. Je ne sais pas, nous avons fait des propositions, des amendements au niveau de la loi électorale. Depuis pratiquement 2013 que nous sommes entrés à l'Assemblée nationale. Nous n'avons fait que ça. Proposer comment est-ce qu'on peut améliorer notre système électoral. Qu'est-ce qu'on nous veut, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et c'est eux aujourd'hui qui créent ce blocage, qui diront que nous ne sommes pas un parti républicain. Comment un parti républicain passe son temps à proposer? Dans la crise anglophone, nous n'avons fait que ça. Depuis le début de la crise anglophone. Proposer les voies et moyens, les solutions pour qu'on sorte de cette situation. Quand on a des gens en face qui sont braqués, qui est donc véritablement, comme il a dit tout à l'heure, qui se radicalise? Si ce n'est M. Biya, que ce soit dans le système électoral, que ce soit dans la crise anglophone, qui se radicalise? C'est celui qui propose ou c'est celui qui aujourd'hui est devenu complètement autiste? Après vous, Angélbert Le Bon Dachua, professeur Messanga Nyamding, oui, y a-t-il un refus du pouvoir en place de prendre en compte les propositions des partis d'opposition pour améliorer la gouvernance, pour améliorer le processus électoral? À chaque fois qu'un parti de l'opposition fait des propositions au Cameroun, il y a des critiques qui sont formulées à l'encontre de ce parti de l'opposition et rien n'est fait dans un esprit de consensus politique. Qu'est-ce qui explique cette attitude de la part du gouvernement? Mon très cher Cédric Lufele, vraiment je voudrais vous remercier parce que contrairement aux médias périphériques, vous nous aidez à nous exprimer et à mieux expliquer à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe au Cameroun. J'ai 3 observations pour répondre à votre question.
La première est que nous sommes allés aux élections. Et je voudrais encore vous féliciter parce que je vous ai suivi, vous receviez le ministre Issa Chiroma sur ce plateau et qui vous disait que au Grand Nord, aucun candidat en dehors du président Paul Biya n'a dépassé 2%. Je voudrais quand même que on vienne sur les bases d'une légitimité. Selon les chiffres du Conseil constitutionnel. Moi, je vous dis que vous n'avez pas contrarié le ministre Chiroma. Il dit, lui, il est du Grand Nord. Il dit, c'est le fief du président et il a démontré. Je peux monsieur nous faire la témoin. Vous faites du bricolage, mon cher frère et ami. Parce qu'il faut l'appeler au téléspectateur que vous êtes mon ami. Ne jouez pas, ne donnez pas l'impression qu'on se tue, Angelbert. Bon, alors, avec ce score, où le président a eu 71%, avec un second qui venait à peine avec 15%, je n'ai pas vu le MRC poser le problème d'une victoire dans le Grand Nord. Et je voudrais vous rappeler que quand vous prenez 71% au T de 24, le Grand Nord à lui tout seul a donné 47% de voix au président Paul Biya. Le Grand Sud élargi, en dehors des 3 régions du Grand Nord, le président n'a eu que 24%. Bien, donc, cette observation faite, la deuxième me permet de vous répondre et de démontrer que la question de légitimité du pouvoir au Cameroun ne se pose pas. Le président Paul Biya est allé aux élections. Aujourd'hui, il a besoin d'une majorité confortable aux élections locales, c'est-à-dire les municipales, puis au Parlement, pour mettre en œuvre une politique révolutionnaire. Je dis bien révolutionnaire. Permettez-moi de répondre à ma question. Je réponds à votre question. Je vais la préciser à au-delà des questions de légitimité. Il y a une crise post-électorale qui s'est dessinée durant la 2007. Il n'y a pas de crise post-électorale. Il n'y a pas. Le chef de l'État l'a reconnu lorsqu'il a procédé. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Oui. Il a reconnu lorsqu'il a procédé à la libération des leaders du MRC en disant qu'il y a eu des contestations électorales. Bravo. Et là, je vous rejoins. Dans le cas de ces contestations, crise et contestation, c'est deux choses. Dans le cas de ces contestations post-électorales, il y a eu des revendications qui ont été formulées par l'opposition. Pourquoi le parti au pouvoir, dont le candidat a obtenu 71%, ne cède pas sur un consensus politique pour réformer le processus électoral, pour mettre des réformes consensuelles pour que le pays avance? Mais votre question, je réponds à cette question. Je vous disais que deuxièmement, quand vous m'avez coupé, le processus de renforcement et de performance de notre démocratie s'est matérialisé par le grand dialogue. Je crois que le grand dialogue a été un consensus qui s'est opéré d'abord dans les villages, dans les départements, dans les régions et à l'échelle nationale. Et il faut bien préciser qu'il s'agit du MRC, du ministre Kamto, pour qui j'ai beaucoup de respect pour ce parti, parce que quand il a quand même des militants que nous voyons et qui se déploient, mais qui se radicalisent, personne ne peut nier qu'il s'agit d'une position minoritaire dans le jeu politique. Et je le demande sur ce deuxième point. Tous les candidats à l'élection présidentielle, pratiquement tous les partis, sont repartis à ces élections locales, sauf le MRC. On voit le SDF, on voit M. Kamto, on voit le MRC, on voit Serge Matomba, sauf le MRC. Ça veut dire que nous ne pouvons pas empêcher au MRC de se radicaliser, parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Lorsqu'un candidat s'autoproclame, et de sur quoi je réponds quand même aussi, permettez-moi de répondre à M. Dachoua, le Conseil constitutionnel a investi le MRC. Je voudrais vous rappeler qu'il y avait eu 28 candidats. On n'a retenu que 9 candidats. Et quel est ce Conseil constitutionnel qui retient et valide la proposition de l'ECAM de 9 candidats, qui après une élection, après avoir consommé, vous vous mettez à dire, mais écoutez, comme j'ai fait l'amour à cette femme, finalement je divorce parce qu'elle n'est pas belle. Parce que vous avez vu ses seins, vous avez vu, laissez-moi vous faire ma métaphore, laissez-moi m'exprimer, les téléspectateurs me comprennent. Vous allez faire la cour à une femme, vous dotez la femme, et puis finalement, vous lui faites l'amour. À la fin, vous dites, c'est une émission grand public. Monsieur, vous savez, je suis un universitaire. Non, ça veut dire que c'est dit, vous devenez partisan. Permettez-moi de faire c'est une métaphore de sociologie politique. Ça peut gêner des sensibilités. Quand vous vous radicalisez, je ne dis rien.
Allez-y, vous Je avez dis, la non, parole, attendez, mais non, vous voyez que je vous prenez fais en remarquer. compte Je reste le dans fait ma que nous sommes dans métaphore. une émission grande Je public. reste dans ma métaphore. Je vous en prie, allez-y. Et c'est une métaphore de sociologie politique qui tend à démontrer que vous allez faire la cour à une femme, vous allez doter la femme, une fois que vous êtes avec elle, vous avez vu sa nudité, vous vous mettez à dire « je divorce parce qu'elle n'est pas belle ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le MRC, comme tous les partis, est allé vers ELECAM, puis est reparti vers le Conseil constitutionnel. Après avoir échoué aux élections, il vient vous dire « non, 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 on ne discute plus, et ils sont du RDPC ». Mais il ne fallait pas aller aux élections. Mais C'est vous une mélangez métaphore tout, qui monsieur tient. Nyanding. Vous mélangez tout. Je vous en prie. C'est vous qui pensez que Vous vous avez avez Nyanding à la parole. Vous n'avez pas ce niveau de La sociologie politique. phase de Moi, ça me validation, dérange pas de lui passer la mon phase tour de de parole. validation de candidature et la phase de proclamation de résultats, c'est deux enjeux complètement différents. Et on sait. Ah bon? Mais oui, c'est vous Qui le a politologue. validé? C'est vous le Je vous donne politologue. le temps de parole. Allons Moi, au-delà, moi- messieurs, je vous en prie. Professeur Messanga Nyanding C'est bien. et Angelbert, allons au-delà de C'est cette bien. question. Sur Permettez-moi le de- Conseil constitutionnel et les élections présidentielles, on parle d'élections locales. Il y a des partisans du boycott et ceux qui sont favorables à ce scrutin. Et sur ce plateau, avec nous, Cyril Voilà, vous Sambaka. me coupez. Lorsque vous je voyez... prends les téléspectateurs à témoin que quand lui parle, vous vous avez- avez tout le temps. ce n'est vous pas avez grave. analysé- Passez la parole à ma Vous avez analysé, écoutez, et je permets à d'autres paparazzi J'avais de réagir. point, mon cher frère et ami. Le dernier c'est point, pas expliqué. vous Oui, avez c'est pas analysé. exprimé, mais quand lui parle, vous lui donnez tout le temps. Non, vous Moi, avez je tout suis le le temps. 3 points, il me coupe, je Sambaka. lui laisse mon temps de parole. C'est pas vous qui donnez la parole. Ce n'est ici. pas grave. C'est moi qui distribue C'est la vous le parole. patron, je sais bien. Vous allez pouvoir Écoutez, réagir écoutez. à nouveau. Ce n'est pas grave, Permettez mais à je vous Sambaka, fais remarquer que ce n'est permettez pas à juste. Sambaka de réagir. Ce n'est pas juste ce que vous faites. Permettez à Sambaka de réagir. C'est Sambaka sur Bien, ce débat. merci. Vous voulez qui a qu'on dise cours- ce que vous voulez entendre, mais je ne suis pas venu vous Sur dire ce ce que vous voulez débat qui a entendre. cours sur le boycott et les partisans des élections, vous avez suivi Messanga Nyanding tout à l'heure. J'ai pas terminé. Qui a démonté la stratégie de boycott montée par le MRC, estimant qu'il faut aller aux élections pour renforcer le processus démocratique au Cameroun. Est-ce que vous partagez le point de vue de Messanga Nyanding sur l'enjeu de renforcement démocratique du Cameroun à travers ces élections législatives et municipales? Non, je n'ai pas à partager son point de vue. J'ai le mien. J'ai le mien, un acteur politique depuis 90. Bien sûr. J'ai le mien. La politique, c'est une course de fond. C'est une course de fond. Je voudrais rappeler un certain nombre de choses, un certain nombre de faits. Et ça me semble important. À la sortie de la réunion tripartite, nous sommes allés aux élections, alors que ce n'était pas les accords de la tripartite. Le président de la République a dit, vous allez aux élections. Le SDF et l'UDC ont décidé de boycotter. Nous avons fait les rues pour voir comment ça se passait. Les rues étaient vides. Quand les résultats sont sortis, eh bien, on nous a dit qu'il y a eu 70% de participation, de taux de participation. Moi, je vais sur les faits. En 1997, nous avons boycotté les élections présidentielles. On nous a dit que les routes étaient vides, les gens n'étaient pas dans les bureaux de vote. Le taux de participation était près de 80%. Voilà. C'est là où je voulais chuter. C'était ça mon Donc, troisième point. quand- Bravo. Je dis aujourd'hui, je vais On aux verra élections. le taux de participation. Je sais de quoi je parle. On verra. Je vais aux élections. Maintenant, à travers toutes les élections qui se sont déroulées, on a démantelé un certain nombre de choses. Moi, j'ai ici mon programme. J'ai là-dedans les propositions de l'UDC. Il n'y a aucune différence avec les propositions du MRC. Vous comprenez? Il y a eu un consensus. Maintenant, le problème, le vrai problème, c'est que, tel que c'est organisé, il est difficile pour un parti politique d'avoir à compétir le maximum comment on appelle, de circonscription. C'est très difficile. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a plus de difficultés déjà même à constituer les listes et autres. Ça, c'est un point qu'il faut régler. Maintenant, de l'autre côté, l'UDC est un parti qui dirige des communes, qui a des députés à l'Assemblée nationale. Si l'UDC dit qu'il ne va pas aux élections, je serai le premier à dire non, on va aux élections. Pourquoi? Parce que quand vous gérez des communes, vous n'allez pas dire à cette population,
écoutez, excusez-moi, je reviens dans 5 ans. Donc c'est l'une des raisons principales. Parce que vous avez des capacités de mobilisation. La démocratie va évoluer avec multiples façons de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne peux pas sous-estimer le MRC. Ils ont leur stratégie. L'essentiel étant d'arriver là. Donc moi je dis, nous y allons parce qu'il faut dégraisser le mammouth. Nous savons déjà comment on contrôle les élections. Il est vrai qu'il y a beaucoup de... Nous prévenons le parti au pouvoir. Il y a assez de crises au Cameroun pour qu'il ne gagne pas dans la régularité. Le problème des présidentielles a tellement créé de problèmes au Cameroun que nous n'allons pas à ce double scrutin pour qu'on aille se plaindre que le RDPC, parti au pouvoir, a triché par là, a bourré les urnes par là, parce qu'ils en porteront les conséquences. C'est incroyable. Ils ont intérêt, comme je l'ai dit, à gagner là où ils peuvent gagner et à perdre là où ils ont perdu. Nous sommes sur le terrain. Et je vous dis, c'est les larmes dans les yeux que beaucoup de Camerounais disent c'est pas possible. C'est le RDPC qui ne veut plus le RDPC. Mais où est donc passé le MRC? Je vous dis ce que je reçois sur le terrain. Pourquoi ils n'ont pas voulu aller aux élections? Vous comprenez? Parce qu'il faut expliquer pourquoi on a fait le boycott, mais il faut aussi dire ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, on est à la croisée des chemins. Ce sont les propres militants du RDPC qui sont plus insatisfaits que les populations elles-mêmes, qui n'ont vu que du flou. Et je vous dis, je suis dans la circonscription de Douala Premier, de Voury Centre. On ne peut pas rester à ne rien faire pendant 10 ans et penser qu'au moment où on doit prendre sa retraite, c'est là où on va dire pardonnez-moi, je vais faire mieux. Alors les 5 ans là seraient infernales. Vous aurez une mandature infernale si vous faites confiance au parti au pouvoir. Le peuple a besoin de changement. Tout ce qu'on nous dit partout, c'est le changement, le changement, le changement. Alors il faut ce changement. Pour terminer donc, je vous dirais tout simplement que je respecte les postures. Mais nous qui avons déjà fait et le boycott des législatives et le boycott présidentiel par le passé, nous savons que s'il y a 180 députés du RDPC à l'Assemblée nationale, 360 maires du RDPC dans les communes, ça ne leur dira rien. C'est-à-dire que ce sentiment que nous sommes dans le multipartisme n'anime pas le RDPC. Vous comprenez? L'exécutif, le législatif, tout ça est confondu. C'est pour ça qu'on est dans les embrouilles. Alors si maintenant, il nous faut abandonner nos populations que nous avons déjà, mais la commune, c'est aussi une petite présidence. Hein? Vous avez, avec la loi sur la décentralisation, qu'il faut booster, parce qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, c'est une avancée, mais elle n'est pas bonne. Il faut ne pas laisser ces populations sans les encadrer. C'est un problème de proximité. On ne peut pas s'amuser à laisser tout le champ au RDPC. On regarde l'expérience de l'UDC sur le boycott, la participation aux élections. Edmond Kamga, le choix de l'UDC est fait participer aux élections pour challenger le RDPC et obtenir une alternance démocratique dans certaines collectivités territoriales décentralisées. Cependant, au regard des statistiques de participation de l'opposition à ces élections législatives et municipales, y a-t-il véritablement des enjeux, Edmond Kamga? Je dois dire que par rapport au passé, tout à l'heure, le président Sambaka a évoqué le boycott de la présidentielle de 97. C'est vrai, le SDF, l'UDC et l'UNDP avaient boycotté l'élection présidentielle de 1997. Et curieusement, le taux de participation était très élevé, alors que les rues étaient désertes presque partout à travers la République. Qu'est-ce que vous voulez demander? Cela signifie au moins une chose, que le taux de participation qui avait été annoncé était faux. C'est ce que vous pensez? Non, c'est pas ce que je pense. Vous n'êtes pas dans Au regard, j'ai couvert cette élection. Oui, et je peux vous dire, vous êtes à Yabassé? professeur Messanga Yamdi, moi je sors de Yabassé. vous permettez, non, vous permettez, faut pas vous permettez que je mon frère. Je couvre les élections au Cameroun depuis le retour au multipartisme en
en décembre Je suis à la 90. Bassi depuis 10 jours. Je couvre les élections depuis 92. Et les élections boycottées et les élections non boycottées. Et je peux dire... J'espère que sorti d'ici, vous allez m'accompagner à Yabassi. Parce que je rentre à Yabassi. Je ne suis pas militant du RDPC. Mais en tant que journaliste, vous êtes mon ami. En plus, je vous donne il a la parole. Vous êtes en train de me distraire. Non, je ne vous distrais pas. Je vous dis que vous n'êtes pas venu voir les élections à Yabassi. On est en train de parler des élections. C'est bien, regardez. Si je vous pose des questions, n'est-ce pas? Combien de bureaux y a-t-il dans le camp? Parlons. Il est en train de piège. Non, avons-nous dans le camp? Professeur Messanga Les journalistes qui parlons. les élections. Permettez à Edmond Kamgia d'aller jusqu'au bout. Mon frère ne sait pas. Edmond Kamgia, vous avez la parole. Je disais donc que l'histoire politique du Cameroun depuis le retour multipartiste montre bien que certains partis de l'opposition ont eu à boycotter les élections. Et ça a commencé par les législatives du 1er mars 1992. Parce que ça avait été boycotté par certaines formations politiques, que les partis de l'opposition qui sont allés ont eu la majorité, il faut le rappeler. En plus. Ils ont eu la majorité au Parlement. L'opposition au Cameroun a eu la majorité à l'issue de l'élection législative du 1er mars 1992. L'UPC avait 18 députés, l'UNDP qui avait participé avait 68 députés, et le MDR avait 6 députés. Et quand on additionnait tous les députés, le nombre de députés de l'opposition, ils étaient plus nombreux que ceux du RDPC qui avait 88 sièges. L'opposition avait 92 sièges. Et si l'opposition était restée unie, nous aurions eu la première cohabitation en 92. Et ça qui on ne l'a pas eu. Pourquoi? À cause des manœuvres politiciennes qui ont permis au NDR de marchander ces 6 sièges au RDPC. Et aussi à cause du boycott, hein. Et aussi à cause du boycott, parce que quand vous boycottez, le pouvoir, lui, il donne des postes à ses alliés. Vous comprenez? Il donne des possibilités à ses alliés. L'opposition déjà n'était pas unie à cette époque. Tous les opposants. Parce que si elle était véritablement unie... Attendez, c'est la parole. Je vous en prie. Ne peut pas vous parler. Non, et non, c'est important. Professeur Messanga Niamdi. C'est important. Laissez-moi dérouler. Laissez-moi dérouler. Dans le même sens que lui. Allez, permettez la pratique. Je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, monsieur. Je peux m'exprimer. Oui, les 3 partis étaient vers le pouvoir. Avaient remporté les législatives. Oui. Mais à cause de certaines manœuvres, ils n'ont pas pu constituer un gouvernement. Oui, ils sont tous venus vers le RDPC. Je vous en prie. Avançons. Non, le RDPC, pas ça. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. C'est une stratégie politique communicationnelle. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Vous allez pouvoir réagir à la stratégie après. C'est incroyable. Edmond, vous avez la parole. Sangagne a dit je peux m'exprimer quand même. Exprimez-vous, mon cher. Ne parlez pas à ma place. Vous êtes porte-parole devant moi. Mais vous savez que nous, en sciences politiques, comme vous êtes un bon politologue, on donne les détails. Dites que l'UNDP 68 députés, l'UPC 18 députés. Je l'ai dit. Le MDS 6 députés. C'est ce que j'ai dit. Le pouvoir. Non, vous n'avez parlé. Ils n'ont pas rejoint tous le pouvoir au même moment. Tous. C'est le MDR qui s'est rallié. Non, tous sont venus. Non. Mais ça n'a rien dit que je vous en prie. C'est pas le débat. Permettez Vous d'aller avez jusqu'au raison. bout. Je vous laisse dire ce que vous voulez dire. Mais Edmond, on peut pas vous avancer avez la parole, ici. Edmond. Allez-y, Edmond. Nous sommes au mois de mars. On a donné les résultats. C'est le MDR qui se rallie. Tout à fait. C'est au mois de novembre 92 que l'UPC se rallie et entre au gouvernement à travers Kodok Augustin. C'est pas au même moment. Ce n'est pas au même moment. Il y a eu plusieurs étapes. Et nous avons eu une autre élection au cours de laquelle il y a eu le boycott. En 1997, je le disais, l'UNDP, l'UNDP, cette fois-là, alors qui avait participé en 92 aux élections législatives, a décidé de boycotter avec le SDF et l'UDC. Et très vite, on s'est rendu compte que, en tout cas, quand je dis on, je parle du SDF et de l'UDC. Le SDF et l'UDC se sont rendus compte que l'UNDP les a dupés. Parce que très vite, au lendemain de cette élection, l'UNDP entre au gouvernement et a des positions de pouvoir importantes. Et c'est ainsi qu'on avance vers d'autres élections législatives et présidentielles. Il y a eu des expériences de coalition de l'opposition pour la présidentielle qui ont tout échoué, en dehors de l'expérience d'octobre 1992, où l'Union pour le changement, constituée des partis politiques et des associations de la société civile, avait jeté leur dévolu sur un candidat qui s'appelait Nidon Frundi, le candidat du SDF. Jamais plus on n'a pu obtenir une coalition où l'opposition
a pu parler d'une seule voix. Il y a eu une dernière coalition qui aurait pu marcher en 2004. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que les deux principales formations politiques qui se talonnaient, le SDF et l'UDC, ne se sont pas entendus sur le fond. Et pourtant, il faut le dire ici, les résultats qui avaient été publiés au lendemain de la coalition en 2004, c'est le candidat de l'UDC qui avait gagné les élections. Ça, c'est l'histoire. Mais Nidjon Froundi a estimé qu'il ne peut pas laisser Adamou Ndamdjoua diriger la coalition sans qu'il n'aille aux élections. Et tous les deux sont aux élections. On a vu ce que cela a donné. C'est pour vous dire que l'opposition, en tout cas, cette opposition qui va aux élections le 9 février, porte en elle les germes de son propre malheur. C'est ce que je voulais dire. Parce que les germes de leur propre malheur datent depuis 92. Une fois ils s'entendent, une fois ils ne s'entendent pas. Aujourd'hui, l'expérience politique que je dessine, et en même temps l'actualité politique, m'amène à dire que nous avons le sentiment aujourd'hui que les élections du 9 février 2020 vont mettre en compétition le RDPC et une partie de ses alliés, partis satellites de G20 et autres, mais également une opposition dont on peut s'interroger. Je vous en prie. Je vous en prie, professeur, je suis dans l'analyse. Notre allié. Il y a aux élections du 9 février 2020, le RDPC, des partis du G20, je pense au PADEC par exemple, qui fait campagne pour le RDPC. C'est notre allié. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Peut-être que vous êtes en train de me Restons sur le débat de fond. Allez jusqu'au bout. Je vais conclure. Oui. Je vais conclure. Oui. Le sentiment qu'ont une bonne partie des Camerounais aujourd'hui, c'est que nous avons deux sortes d'opposition. Une opposition qui s'est pratiquement ralliée au parti au pouvoir et qui est la caution du parti au pouvoir et qui va aux élections du 9 février pour donner le sentiment que le parti politique qui a boycotté s'est lui-même mis hors jeu. Et je termine en disant ceci. Et ça, c'est sur la base de l'analyse que je fais. Mais ça n'a rien à dire. Laissez-moi dérouler. Non, je vous laisse. Je dis que je conclus en disant que nous avons deux sortes d'opposition. Une opposition qui s'oppose à l'opposition et une opposition qui est également ralliée au RDPC. Et pour terminer, c'est que lorsqu'on observe sur le terrain aujourd'hui, parce que nous faisons des reportages, nous avons des gens sur le terrain qui écoutent les Camerounais de toutes les sensibilités politiques. Voici ce qu'ils nous disent. Ils ont le sentiment que le parti ou les partis qui ont appelé au boycott sont la vraie opposition. Et ceux qui vont aux élections sont des partis ralliés ou proches du parti au pouvoir. Voilà la réalité sur le terrain. Parlons à présent de cette élection municipale législative, bilan à mi-parcours. Avec vous, Pascal Charlemagne, de Sanga Niamding. Nous sommes à mi-parcours de la campagne électorale et la presse a insisté sur les difficultés que rencontrent des têtes des listes RDPC et SDF à se mouvoir dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Quelques images et quelques clichés font état d'une forte présence militaire pour accompagner certains leaders politiques candidats à ces élections. Les affiches sont rares, les populations ne participent pas à des meetings populaires qui ne sont presque pas organisés. Quel est votre regard sur cette campagne électorale à mi-parcours, notamment dans ces deux régions du nord-ouest et sud-ouest? Je vous assure, monsieur Noufele, je suis installé à Yabassi depuis 15 jours et je suis l'actualité. À la réponse à votre question, mais qu'est-ce qui est surprenant quand il y a l'armée au nord-ouest, au sud-ouest? On a affaire à des terroristes. Il faut sécuriser une partie de la population. Celle qui veut être dans la République et celle qui a participé au grand dialogue et qui estime que la liberté de boycotter devrait être observée si on ne vous enlève pas, si on ne tire pas sur vous. Mais quels sont ces gens qui vous disent qu'ils sont populaires? Et lorsque vous dites que vous allez voter, ils tirent sur vous ou ils vous enlèvent. Mais il faut l'armée pour dire non. Vous savez, dans les grandes démocraties, quand on dit tout le monde sort, mais ceux qui veulent sortir sortent, ceux qui ne veulent pas sortir ne sortent pas.
Mais ils ne sont pas violentés. Mais quel est ce pays, au nord-ouest ou au sud-ouest? On dit par exemple, pied mort, personne ne sort. Et quand les gens sortent, on tire sur eux. Mais nous sommes dans la République. Je ne comprends pas parfois nos débats et les paradoxes d'une vision qui radicalise parfois certains de nos opposants. L'ennemi, ce sont ces gens qui tirent sur leurs compatriotes qui veulent librement s'exprimer. Boycotter ou ne pas boycotter. De deux. Je suis quand même surpris de mon piédestal d'homme politique et d'analyse d'entendre ici certains nous dire que oui, le RDPC a tout pris. Alors que nous avons déjà 35 députés. Je vous assure, Cédric Mouffelé, mon cher frère, vous qui nous faites l'honneur en nous mettant sur votre plateau tous les dimanches, à l'effet de servir et d'éclairer les Camerounais. La main sur le cœur. Nous avons 35 députés sans aller aux élections. Parce que les partis de l'opposition, pour certains, n'ont même pas été capables de mettre en place certains circonscriptions. Je vous prends le cas de Yabassi. Mon Yabassi natal, là où je bats campagne et là où je vais écraser l'opposition à la mairie. Mais je voudrais quand même vous rappeler que mon député est seul. L'ONCAM n'a pas en face un parti d'opposition. Comment analysez-vous cette situation de l'opposition qui n'a pas pu être présente dans la session électorale? Je rejoins donc Edmond Kamia sur un petit aspect, parce que pas sur l'ensemble des éléments qu'il présente ici aussi facilement. Edmond dit quelque chose qui est d'une pertinence politologique dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation. L'opposition est contre l'opposition. Et je vous ai dit d'entrée de jeu, parlant du meeting du ministre Kamto, qu'il y avait un problème de leadership et d'affirmation de la légitimité. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays où on dit allons aux élections, certains disent nous sommes opposants, on y va, d'autres opposants disent on n'y va pas. Mais que peut bien faire le RDPC? Je voudrais quand même que Sambaka se réveille et comprenne que, mais on se fout de lui sur ce plateau. Pour certains analystes, il est l'homme qui est allé aux élections parce qu'il est complice du parti. Je ne vous défendrai pas. Parce que vous n'êtes pas sérieux vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à être clair et à comprendre que dans tous les systèmes politiques, aussi bien africains qu'internationaux, il y a ce qu'on appelle une opposition modérée et une opposition radicale. Moi, je classe le MRC dans l'opposition radicale. Et on ne peut pas empêcher le radicalisme. On ne va pas dire à Marine Le Pen de ne plus se mouvoir parce qu'elle est du Front National. Puis pour terminer, je crois que nous devons sauver ce pays. Nous devons tous comprendre que la République, res publica, c'est la chose publique. Le Camerounais nous appartient à tous. On ne peut pas construire notre démocratie dans ce que j'appelle l'illégitimité. Et dans cet élan où je chute, on va voir, mais mon cher Angelbert, nous allons voir le taux de participation. Je crois que lorsque vous avez la fièvre, on vous met le thermomètre. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Si on le thermomètre vous dit 40 degrés, vous le cassez, ce n'est pas la faute du thermomètre si vous avez une forte fièvre. Moi, je dis que le thermomètre électoral, nous verrons si les Camerounais vous ont suivi. Et nous allons comparer le taux de participation aux élections, à ce double scrutin, et à celui de l'élection présidentielle. Et je crois qu'en ce moment, nous allons tirer toutes les leçons. Avant que vous ne réagissez, je crois qu'il faut quand même comparer 2013, élection législative municipale, à ces élections locales qui se tiennent le 9 février. Oui, vous avez raison aussi. On ne peut pas comparer l'élection présidentielle et l'élection législative. Non, on compare le taux de participation. Je vous donne l'élection. Non, pas dans le même cadre. Permettez-moi. Vous faites l'amitié de m'inviter aussi comme politologue et comme militant du parti. En sociologie politique, il faut rappeler techniquement à ceux qui nous écoutent, je parle aussi pour les auditeurs et pour cette grande maison de télévision qui éclaire l'opinion. N'oubliez pas qu'on nous écoute à Mon Dieu Vision. Les listes électorales de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le taux d'inscription aux élections présidentielles et le taux d'inscription aux élections locales est le même. C'est pratiquement les mêmes électeurs que nous avons. Et en sociologie électorale, il est important de comparer le taux de participation. À partir de là, on peut dire qu'une élection est légitime ou illégitime. Et dans le cas du RDPC, comment se déroule la campagne? La presse a relevé que certains sommiers politiques ont transformé la campagne en campagne contre le boycott
des élections, insultant certains leaders politiques, notamment dans plusieurs circonscriptions électorales. Quelle est l'ambiance de campagne au sein du parti au pouvoir? Bien, je voudrais vous rappeler techniquement aussi, c'est bizarre, c'est comme par hasard ce matin, je suis plus dans ma casquette de politologue d'universitaire que de RDPC. C'est bien par rapport à vos questions. J'ai l'impression que Cédric me piège, il ne veut pas que je déploie mon talent de militant. Bon, restons dans l'analyse politique. Je voudrais vous rappeler que techniquement, dans tous les systèmes politiques, aussi bien africains qu'à l'étranger, il y a des radicaux. Le RDPC a des radicaux. Des gens aussi radicaux comme on le voit ailleurs. Et je puis dire sur ce point, bien entendu, d'ailleurs vous n'avez qu'à voir comment certains parlent de Camto, de l'opposition. Il y a même un adage venant de nos radicaux qui consiste à dire j'ai suivi, et ça m'a aussi un peu amusé. Il y a eu un incident entre deux personnes au carrefour, quand on va vers 14, là, le grand carrefour de Douala, Ndokoti, et j'ai vu un militant du RDPC insulter un taximan, lui dit espèce d'opposant. Mais ce n'est pas une injure. Donc vous comprenez qu'il y a une éducation politique à faire. Et le même radicalisme, on peut l'observer lorsque j'ai dit à Engelbert, je tends la main, vous pouvez entrer dans un gouvernement. Il dit non, on ne peut rien faire avec moi. Mais il n'a pas l'expérience du pouvoir. Pour répondre à votre question, je termine là-dessus, concernant l'ambiance sur le terrain. L'ambiance est apaisée parce que le RDPC a ceci de particulier. Nous pouvons nous déchirer. On a vu le désordre initié par les investitures. Et je puis vous dire effectivement que, Dieu merci, le MRC n'est pas allé aux élections. Moi, je puis vous affirmer que ils nous ont laissé marcher sur un tapis de velours. Parce qu'au regard de certaines investitures, je vous prends un ami que j'ai à l'Ouest. Je vous sais par exemple le député Fongan, qui n'a pas été investi. Mon ami Fongan, à Batier, nous sommes ensemble tout le temps. Mais quand vous pensez qu'un homme aussi populaire, ou Madame Fotso, je peux vous citer quelques-uns, qui n'ont pas été investis, parce que des caciques impopulaires contrôlent l'investiture, je peux vous dire quelque chose, c'est dès que nous faisons. Le MSC nous a protégés. C'est pourquoi je soupçonne même ces gars du RDPC d'être les espions de nos radicaux. Parce que nous, les progressistes du RDPC, nous souhaitions que... Parce que quand le MRC et les partis solides vont aux élections, le RDPC valorise les progressistes. C'est nous qu'on met en avant parce qu'il dit « Ah, c'est très dur. Tiens, il faut qu'on mette les Fongan, les Messanga Nyamding, les Ronds comme devant. » Mais lorsque ces complices de nos radicaux, de nos conservateurs ne vont pas aux élections, qu'est-ce qu'ils font? Mais écoutez, vous leur facilitez la tâche et effectivement, on peut dire qu'à l'intérieur du RDPC, la démocratie va lentement avancer. Et je termine pour vous dire qu'à Yabassi, par exemple, je voudrais saluer et dire que hier, jusqu'à 1h du matin, j'étais en campagne avec le ministre Mokoko Mbunjo, la main dans la main, Narcisse Mouele Kombi, la main dans la main. Aujourd'hui, le CAM est uni, Yabassi est uni, et je pense que quand le RDPC est uni, ce parti est une véritable force, même si je vous avoue qu'en interne, il y a encore quelques batailles de pouvoir que nous allons régler après les élections. Sambaka, vous avez suivi les critiques du professeur Messanga Nyamding à votre rencontre. L'UDC appartient à quelle opposition au Cameroun? Alors, ça va être simple. Hein? Vous savez, quand on va continuer à tourner en rond comme ça dans ce pays, on n'avancera pas. Pourquoi je le dis? Nous sommes en 90-91. Ce qu'il fallait absolument prouver, c'était que le SDF est le seul parti. Et que les autres sont des satellites. On a titré Adamou Ndamdouya, serpent à deux têtes, etc., pour quelques dollars de plus. Depuis 1990 à aujourd'hui, vous avez vu l'UDC flancher? Non. L'UDC parti des Bamoun. MRC parti des Bamileke. Voilà le schéma. Quand ça ne vous touche pas, vous en riez. Et quand ça vous touche, vous vous rendez compte qu'on a pris des coups. S'il y a un parti politique qui a pris des coups dans ce pays, c'est bien l'UDC. C'est pour cette raison que je suis là. Vous, le la bipolarisation.
dis que vous dites Yabassi. Je le dis. Je vous en prie. Je l'ai chassé. Pas de stigmatisation communautaire. Non, je le fais exprès. Pas de stigmatisation Non, c'est pas. C'est pour rigoler. Respectons les origines. Mais lui, Il est candidat. je l'ai chassé politiquement de Yabassi. Je vous en prie. Il Il a la parole. Pourquoi lui ne n'est pas Il a la parole. Mais attendez, pourquoi lui ne n'est pas Yabassi ton Mais Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Il ne peut pas. Je vous en prie, professeur Yamdi, c'est très bien que tu ne peux quand pas. je vais dire des vérités, les gens vont réfléchir. Ah, Je vous en prie, il a la parole. Les gens vont réfléchir à ça. 5 à moi. Hein. Dis donc, arrête de me distraire. Tu es Est-ce que tu peux. Restons, je vous en prie, on va au-delà des origines Tu ne peux tribales. pas. On va au-delà des origines tribales des uns et des autres. ça On fait parle d'un problème d'ordre national. Yabassi, c'est une tribu. Je vous en prie. Ça fait longtemps Permettez qu'il aille que jusqu'au bout. le RDPC a perdu Yabassi. Alors, il ne va pas Comment venir ça raconter des histoires. Ça ne d'aujourd'hui. peut pas battu à Yabassi. Yabassi est perdu pour le RDPC depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Donc, Ouais, la ça me bipolarisation C'est pas est possible. une histoire depuis 91. L'opposition commet une erreur grave. Voilà. On ne peut pas être seul face au RDPC dans ce pays que nous connaissons. L'opposition ne doit plus se tirer des coups. Si nous avons 5 partis de l'opposition solide, ce RDPC ne résisterait pas depuis longtemps. Heureusement que vous- Mais l'erreur qu'on a toujours commise, c'est de penser qu'il fallait un seul parti d'opposition. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Compte tenu du contexte que nous connaissons, parce que le RDPC tout de suite va tirer sur son leader en disant que c'est un parti de tribu. Et tout de suite, beaucoup vont y croire. Donc c'est un schéma qui est éculé, qui ne peut pas tenir. Je dis il faut laisser les partis politiques s'exprimer. Le parti dans la bipolarisation ne va rien donner au Cameroun. Nous tous allons au MRC, ça ne va rien donner au Cameroun. Ça, je peux vous le garantir. Parce que les différentes expériences, quand on met ça autour d'une table, on avance. Mais on ne peut pas faire la même erreur aujourd'hui qu'on a faite hier avec le SDF. Le SDF était devenu le seul parti de l'opposition. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vous raconte l'histoire parce qu'il faut bien que je la raconte. Quand le SDF est devenu ce parti puissant, il fallait que tout le monde entre dans le navire, que toutes les rivières se jettent dans l'océan. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous laissez les Camerounais qui souffrent parce qu'ils sont partis au pouvoir et qui ne savent pas, au lieu d'aller les éduquer pour leur faire comprendre qu'ils sont en train de s'autodétruire, de détruire leurs enfants, vous allez recruter dans l'opposition. C'est une erreur parce que vous tournez en rond. On tourne sur place. C'est ça la réalité des faits. Donc, moi, je le dis de toute expérience, que l'opposition, la première chose, gagnerait à ne plus se tirer dessus, à ne plus recruter dans les rangs de l'opposition, mais aller recruter ailleurs. Dès que vous voyez l'UNDP, l'ANDP, tout de suite on dit, oh, c'est le parti au pouvoir. Vous avez vu comment ils bagarrent dans les élections locales avec le RDPC? Donc, il faut qu'on quitte cette façon de voir la politique parce que nous l'avons pratiquée pendant 28 ans, ça n'a pas payé. Il faut trouver de nouvelles formules. Moi, ça m'arrange de vous voir vous battre. Il faut trouver de nouvelles formules et de ne pas écouter ce que Messanga dit. Parce que Vous devez vous battre. Ça m'arrange. Messanga, c'est mon frère, mais je le vois souffrir. Il souffre là où il est, dans le parti où il est. Mais il est fidèle à ce parti. Il souffre de quoi, Célé Sambaka? De l'injustice qu'il y a à l'intérieur. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Lui en particulier, ça nous fait souffrir. Mais dès qu'il y a des élections, on leur dit, mettez-vous en rang serré, il y aura une réconciliation, des faux promesses fallacieuses. C'est ça le militantisme. Et ils se mettent, donc, non, le militantisme ne veut pas dire que vous avez pris votre cerveau, vous avez jeté à la poubelle. Non, je pense que le combat d'idées, les débats d'idées doivent commencer à l'intérieur du parti. Ça, je le Donc, fais. et il faut bien que les bonnes idées triomphent, celles qui font progresser les choses. Nous allons à ces élections. Vous croyez que quelqu'un qui a déjà mis 2 ans, 2 mandats, il vient vous redemander un 3e mandat, vous allez le lui donner? Allez demander ça à Damboya Freeman. C'est vous qui créez votre vie parce que pendant les 2 mandats, il n'a rien fait pour vous.
et puis vous vous alignez parce qu'il va vous donner 5 000 francs, etc. etc. Le Si président vous faites ça, vous tuez l'avenir de vos enfants. Vous accusez C'est la le raison pour laquelle, moi, je pense que, moi, personnellement, je suis optimiste. Et je pense que l'opposition camerounaise doit utiliser plusieurs canaux pour atteindre le même objectif. Quand j'ai dit ça, vraiment, je souhaiterais qu'on ne m'écorne pas. Parce que je ne voudrais pas aller au-delà de ce que je dis. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'un parti de l'opposition puisse prendre des coups. Mais, moi aussi, je ne suis pas prêt à encaisser des coups. Après vous, Cédric Sambaka, Angélbert le bon Dachua, au moment où le Cameroun traverse l'une des pires crises les plus négligées au monde, selon les organisations internationales, à savoir la crise anglophone, qui a fait plus de 3 000 morts, 800 000 déplacés internes avec 40 000 réfugiés, est-ce que ces élections locales peuvent permettre un renouvellement de la classe politique capable de bousculer le pouvoir et obtenir des changements pour résoudre ces crises? Non, mais Vous y croyez à travers l'optimisme de certains partis de l'opposition engagés dans cette compétition électorale? je vais vous donner une image. Il y a un parti politique de l'opposition, que je ne vais pas citer ici, qui a investi des candidats dans cette zone, c'est-à-dire dans le nord-ouest et le sud-ouest, des listes de candidatures validées par l'ECAM, et plus tard, on a vu des gens démissionner en cascade en disant vraiment, je ne sais pas qui a mis mon nom là-bas, je n'ai jamais été contacté ou quoi que ce soit. Monsieur Noufele, ceci veut dire quelque chose de très grave. C'est-à-dire que nous avons un organe en charge de l'organisation des élections qui a validé des listes de candidatures sans dossier. C'est extrêmement grave. Comment Et vous ce le parti, savez? je viens encore, si vous m'avez écouté depuis le début, vous aurez compris. Non, je suis curieux de savoir comment vous le savez. Des Nous vous témoignages en de prie, candidats. Angélbert, allez-y, vous avez la parole. Donc, minimalement, Sans dossier. Oui, je dis bien minimalement, on devrait avoir Oui. la démission du président du conseil électoral et de celui de et celle du directeur général des élections. Donc, Et en plus, je ne veux pas froisser le président Sam, mais quand Edmond dit qu'on a aujourd'hui des partis d'opposition collabos, mais c'est clair, comment ce parti d'opposition-là peut aller présenter des listes à une élection, sachant très bien que ces candidats n'ont pas fourni de dossier. Vous voyez où ça commence. Mais tout ceci, pourquoi? Pour vous démontrer qu'il ne peut pas avoir d'élection dans ces zones, simplement parce que même constituer les dossiers était impossible. Si vous ne pouvez pas constituer les dossiers, comment allez-vous battre campagne? C'est la question qu'il faut se poser. Qui ira voter? On parle de plus d'1 million de déplacés aujourd'hui. 1 million de déplacés. Pour une zone qui n'avait même pas 2 millions d'habitants. 1 million de déplacés. Donc pratiquement plus de la moitié est déjà partie. Il faut qu'on soit conséquent. D'accord? C'est une zone qui est en guerre. On aura beau mettre un militaire ou un gendarme derrière chaque électeur, qui ne sera pas en sécurité. Ce n'est pas pour soutenir ce qui se passe là-bas. Nous l'avons toujours vivement condamné. On sait le mode opératoire de ce qu'on appelle aujourd'hui les ambazoniens. Ils ont infiltré les populations. Donc, quand vous irez voter, ils vous verront aller voter. Ce n'est pas le jour du vote que vous allez payer le prix. quel est votre problème? Je ne vous comprends pas. Je vous en prie, Angélbert. Il n'est pas à des élections, mais il parle des élections. Allez-y, Angélbert, vous avez la parole. Je pense que, Oui. Mon frère, dis-moi. Monsieur Messanga, je suis pour une fois de plus en train de dire aux Camerounais Oui. pourquoi est-ce qu'ils doivent rester chez eux le 9 février. Oh! Et je le dis de Après la l'élection, manière on vous la a plus pris dans la simple. télé pour demander le boycott. Et je vais dire aux Camerounais, je ne peux pas inclure le président Sam là-dedans parce que je connais sa passion pour le Cameroun. Mais je vais dire aux Camerounais que nombreux de ceux de l'opposition aujourd'hui qui vont aux élections, c'est pour des raisons
purement individuel et opportuniste. Les Camerounais le savent. Et qu'ils sont en train d'accompagner le RDPC dans ce qu'on appelle aujourd'hui la destination, c'est-à-dire le cimetière final. Ah bon? On ne peut plus continuer à faire confiance à ce système. C'est un système qui a montré ses limites. Qu'est-ce qu'un maire aujourd'hui peut faire? De manière honnête, qu'est-ce qu'un maire peut faire? Mais il y a un nouveau code de collectivité. Au RDPC, ça a été mis en place. Au RDPC, et le gouvernement estime qu'avec ce nouveau code, cela va permettre aux magistrats municipaux qui seront élus au soir du 9 février prochain et aux députés de bénéficier d'un certain nombre de pouvoirs qui vont leur être octroyés. Angélbert Lebon Datua. Alors, vous savez, on a deux choses au Cameroun. Soit on a de mauvais textes et on se débrouille comme on peut, ou on a de bons textes mais qui ne sont jamais appliqués. La loi sur la décentralisation date de 1996, M. Mufelo. Vous y croyez encore 24 ans après? Oui, nous on y croit. Vous y croyez sincèrement? Oui, nous y croyons. Il y a une mauvaise foi manifeste. La décentralisation aujourd'hui ne marche pas parce que le pouvoir central veut contrôler la gestion du pays, même des collectivités. Un maire aujourd'hui, dans le contexte actuel, ne pourra rien faire parce qu'au-dessus de lui, il y aura le super maire. Le préfet toujours. Et le préfet qui est toujours là. C'est ça qui est la vérité. Donc moi je dis de manière honnête, je dis, le président Sam, je le connais. Mais l'opposition estime qu'il faut quand même y aller et qu'au sein des institutions, ils pourront faire bouger les lignes Y aller pour à la fois au Parlement et dans certaines mairies où ils auront l'expérience de la gestion décentralisée. Y aller pour faire quoi? Je vous dis, le Camerounais lambda, c'est que le maire de sa ville ne change pas sa vie au quotidien. Il sait très bien que le député de chez lui ne peut rien faire. Vous êtes déjà là, Tant que vous avez vu, c'est que Tchak tant que va baranter. Je vous en prie, M. Non, mais il faut lui dire des il a choses la quand même. parole. Permettez-moi Vous êtes déjà là, vous allez réagir après. Angélbert, allez-y. j'aime bien les belles blagues selon lesquelles... les belles blagues. Je vous dis... Madame Tchak a développé Baranté. Est-ce que je peux parler? Oui, parlez. J'aime bien les belles blagues selon lesquelles Balanté est la ville la plus propre d'Afrique. Oui. Je pense que ceux qui le disent, Oui. ont limité l'Afrique à l'ouest. Parce que quand on va à Kigali, on ne peut pas sortir ce type de conneries. Alors parfois soyons sérieux et arrêtons ces trophées ridicules que nous allons chercher à l'étranger. Pourtant nous savons très bien ce qui se passe sur le terrain. Balanté, c'est une poubelle. C'est un petit village. Où est la ville qui est pensée là-bas? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle même ville? Mais c'est nous au Cameroun qui appelons Balanté une ville. C'est un village. Mais oui, si vous ne connaissez pas Balanté. Oh non, vous êtes de Bon voilà, je préfère de mauvaise foi quand je dis la vérité. Donc, moi je suis en train de dire, et je le répète, ceux qui aujourd'hui vont aux élections, j'assume ce que je dis, c'est pour des intérêts individuels et opportunistes. Et l'élection législative municipale est prévue le 9 février prochain avec près d'une cinquantaine de partis politiques engagés dans cette compétition électorale. Et au moment où les Camerounais s'intéressent plus ou moins à cette campagne électorale, il y a eu des scènes insoutenables qui se sont tenues cette semaine, notamment cette violente répression contre des enseignants alors qu'ils rendaient hommage à leur collègue assassiné, Edmond Kambia, au campus du lycée de Nkolbison à Yaoundé, 2 semaines après, lors de la mise en bière et une procession organisée dans les rues de Yaoundé. La nouvelle expression a insisté sur cette violente répression policière. Comment expliquer une telle attitude alors que des enseignants avec le toge, arborant la toge, disposant d'une craie en main, portant le cercueil de leur collègue assassiné, le jeune Boris Tchakonté, 26 ans à peine, la fleur de l'âge, et qu'il soit servi des canons à eau, des gaz lacrymogènes. Comment expliquer cela? C'est difficile à expliquer. C'est une scène qui a choqué beaucoup de Camerounais. C'est une scène horrible de voir qu'un jeune homme, jeune enseignant, sorti de l'école normale supérieure, non seulement il a été affecté, mais n'a jamais eu son solde, parce qu'il se débrouillait comme tous les autres enseignants qui sortent de l'école normale supérieure, parce que les rappels de salaire viennent longtemps plus tard, des années plus tard. Il se débrouillait comme vacataire au lycée de Kolbison, assassiné par un élève. Des enseignants décident de lui rendre hommage.
ils vont au CHU. Il y a un cortège qui doit aller du CHU à l'école normale supérieure. Mais curieusement, au niveau du carrefour Émia, ils sont gazés. Les enseignants en toge, la clé en main, en toge, ils n'avaient aucune arme sur eux. Aucune arme blanche ou de quoi que ce soit. Ils sont gazés, des jets d'eau pourchassés. On a vu, les images sont là sur les réseaux sociaux encore. Et donc on avait des reporters sur le terrain. Beaucoup se sont essoufflés, sont tombés. Il y a eu des blessés graves. Certains parlent même de mort. Mais on va vérifier encore pour les cas de blessés graves et notamment pour ceux qu'on dit qu'ils seraient morts. Pour dire qu'en réalité, ce qui s'est passé est très grave. Nous sortons d'une situation où les violences contre les enseignants sont récurrentes. On l'a vu à Bafoussam, où un militaire a tabassé une enseignante qui s'est évanouie, a tabassé la directrice. On a vu ici à Douala, dans un lycée à Bonabéry, où un gendarme a giflé Madame le censeur, parce qu'elle venait s'enquérir de la situation. Pourquoi? Il tenait à ce que l'enfant qui avait eu une sanction de courir parce qu'elle arrivait en retard, il ne puisse, le gendarme qui accompagnait l'élève puisse s'en offusquer. On a vu, ici même, au lycée de Daïdo, à Douala, un élève qui a poignardé un autre élève. Les événements sont nombreux, où il y a non seulement les violences dans nos écoles, mais les violences contre les enseignants. Et le dernier en date, c'est ce qui s'est passé à Yos, Madame le sous-préfet. Je ne sais pas si elle a été interpellée, si elle a été entendue par ses supérieurs et si elle sera sanctionnée ou pas. Parce que dans le cas d'espèce, si Madame le sous-préfet d'Ayos n'est pas sanctionnée, c'est un message grave que la nation, que l'administration adresse aux Camerounais. Que n'importe quel sous-préfet ou préfet, comme on a vu un préfet dans la partie septentrionale, interpeller un enseignant qui a chicoté un élève, lui dit assieds-toi, demande des excuses à cet enfant. Vous voyez, dans la préfectorale, le sous-préfet des préfets qui martyrise les étudiants. Et le dernier candidat, c'est ce que vous signalez. Des policiers qui décident de gazer des enseignants dans une marche silencieuse. Je crois que nous savons, c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau qui déborde le vase. Je ne suis pas syndicaliste. Mais si j'étais un syndicaliste des enseignants, je pense que voici venu le moment de s'asseoir et de dire qu'il faut programmer une grève illimitée tant que la solution des enseignants n'est pas résolue. On ne peut pas continuer ici dans ce pays. L'enseignant, il faut le respecter. Vous êtes un enseignant, monsieur Messanga Nyamdim. Vous m'appelez souvent collègue. Bien sûr que... On doit respecter les enseignants dans ce pays. Nous ne serions jamais ici si on n'avait pas eu des enseignants. Non. Si nous n'avions pas eu des enseignants à la maternelle, au primaire, à l'université, nous ne serions pas ce que nous sommes ici aujourd'hui. Il faut les respecter. Et je vais chuter pour dire simplement que il est important que l'administration scolaire, que l'État, de manière plus globale, protège l'enseignant. Que ce qu'on a vu récemment sur les rues de Yaoundé n'arrive plus jamais. On ne peut pas envoyer des policiers gazer des enseignants dans une marche silencieuse. Une marche, on lui a même refusé à cet enfant qui a été inhumé il y a quelques jours, Tchakounté. On lui a refusé les hommages académiques. Vous vous rendez compte? On lui a refusé les hommages académiques. Aussi bien au niveau du lycée où il était vacataire à Colbison, comme à l'école normale. Et il s'en va ici. Voilà un génie qui disparaît. Et on va se plaindre de ce que les jeunes décident de faire l'aventure de la Libye, décident de faire l'aventure de l'Europe, quitte à mourir dans les océans. Officiellement, il n'y a eu aucun mort à la suite de cette violente répression. Néanmoins, au lendemain de la répression, 2 semaines après le décès de Boris, le chef de l'État a adressé ses condoléances, partageant la douleur de la famille. Le président Paul Biya, qui dans son message, indique que Boris était un jeune enseignant consciencieux, plein d'enthousiasme. Il aimait son métier et était proche de ses élèves. Sa disparition tragique dans l'exercice de sa profession est une véritable perte pour ses élèves, le lycée classique de Colbison et la communauté éducative. Messanga Nyamding, oui. Les condoléances du chef de l'État qui arrive 2 semaines après l'assassinat de cet élève, au lendemain également de la répression violente de ses collègues qui souhaitaient simplement lui rendre un vibrant hommage
et interpeller les pouvoirs publics sur les conditions de travail des enseignants. Comment expliquer cette attitude à la fois de force de l'ordre et la position du chef de l'État qui arrive 2 semaines après l'assassinat de ce jeune enseignant? D'abord, j'ai été choqué. Choqué en tant qu'enseignant et choqué en tant qu'homme politique qui pense que ce pays doit connaître des transformations positives en matière d'éducation. Et je voudrais vous faire une remarque. Regardez le contenu du tweet du président de la République qui rend hommage à ce jeune enseignant de 26 ans et la position du ministre de la République qui m'a aussi choqué. Je le dis ici en tant que membre du comité central, coordonnateur national du mouvement des biaïstes. Quand j'ai écouté la ministre de l'enseignement secondaire, qui serait d'ailleurs une camarade de politique, j'ai craché une larme. Pourquoi? Ce jour, j'étais dans mon bureau et les étudiants de l'IRIC qui venaient dans mon bureau et qui l'ont ouvert m'ont dit, mais professeur, pourquoi vous aviez les yeux rouges? Madame la ministre arrive et commence par faire observer que M. Boris n'était pas à son poste, qu'il aurait dû... Professeur de mathématiques en service au lycée de Pankenjunum dans la région de l'Ouest. C'est ce qu'elle a indiqué dans son communiqué juste après le constat de l'assassinat de cet enseignant. C'est très grave. Vous voyez, ce n'est pas un opposant qui dénonce cela. C'est quelqu'un, proche du chef de l'État, qui dit que c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? scandale? Mais parce que elle ne vient pas compatir. Oui. Elle vient au contraire dire qu'au contraire... Qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce qu'il foutait là? Mais mon Dieu! Et il s'engage qui dans ce jeu? De tels comportements donnent des opportunités aux radicaux comme mon frère Angébert Dassoua de dire que le RDPC doit partir du pouvoir. De telles opportunités n'encouragent pas les Camerounais de la diaspora à soutenir le chef de l'État quand il est à l'étranger. De tels comportements ne donnent pas l'impression que nous avons un ministre de l'enseignement secondaire responsable. C'est très grave. Mais dans le même communiqué, elle a adressé ses condoléances. Elle a dit que des condoléances, observations. Et que des mesures vont être prises. Oui, en attendant, j'ai encore le mauvais souvenir. Je n'ai rien contre cette camarade politique. Soit elle est malchanceuse, soit elle est incompétente. Je voudrais qu'on reconnaisse dans ce pays qu'au sein d'un même parti, les gens peuvent se faire des remarques. Moi, je soutiens le président de la République. Cette même camarade était à Buea. Lorsqu'il y a eu, rappelez-vous, quand je dis, elle a un problème en tout cas, une épine dans le pied de la politique du renouveau et des grandes opportunités. À Buea, on a vu des enfants, vous voyez, je ne les tiens même pas, dans les camions, traînés dans la boue. Parce qu'on a demandé aux enfants, contrairement aux prescriptions de M. le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur, de payer 10 000 francs supplémentaires parce qu'ils n'avaient pas payé leurs frais à temps. Bon, elle revient, regardez, à l'enseignement secondaire. Je ne parle pas de tout ce qui se passe ailleurs. À Obala, on coupe un bras à un enfant. Oui. À Yaoundé, on poignarde le brave Boris, qui me donne encore des larmes aux yeux du tournis. Et tout ce que nous ne pouvons pas évoquer ici. Puis encore, j'aurais été ministre de l'enseignement secondaire, j'aurais organisé et rationalisé et soutenu mes enseignants lors de cette marche. Je réponds donc à votre question pour vous dire que là, je n'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe autour du président Paul Biya? Que veulent certains collaborateurs du président Paul Biya qui portent, ça il faut le dire à travers le décret, une vision qui doit amener certains à croire que Paul Biya est bon et Paul Biya peut faire l'affaire. Quelles sont ces personnes qui entourent le président et qui ne causent que des actes qui incitent les Camerounais à détester ou à penser que le président ne fait plus l'affaire? Non, pour ma part, lorsque j'ai vu cette brutalité, j'ai vu ce qui s'est passé, je suis quand même un enseignant des universités. Et en plus, il y avait des signes distinctifs. Oui. Ils étaient en touche. Le symbole de la connaissance, de la graduation, comme on dit chez les anglo-saxons, qui signifie que, voilà, nous venons ici accompagner notre collègue. Non, sur ce point, je vais dire que il est temps que nous qui soutenons le chef de l'État et nous qui occupons les postes, parce que le président Paul Biya, en plus nous sommes en pleine élection, est dans une magnanimité qui voudrait que les Camerounais sentent qu'il y a un changement social à la base,
il est temps qu'on se remette en cause. Boris Tchakounté, il est temps qu'on oui, se remette en cause. tout à fait. Boris Tchakounté, enseignant consciencieux, plein d'enthousiasme, qui aimait son métier et ses élèves. C'est ainsi que le chef de l'État, Paul Biya, parle de ce jeune enseignant de 26 ans, assassiné il y a 2 semaines, mais ses collègues n'ont pas pu lui rendre l'hommage académique qu'il souhaitait. Ils ont été victimes des arrestations musclées, ils ont reçu des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Angelbert Lebondachua, comment analysez-vous la gestion de cette procession des enseignants qui ne demandaient qu'à rendre hommage à l'un des leurs, assassiné en plein cours dans l'exercice de sa profession? Moi, je vais répondre en 2 temps. Premier temps, c'est pour dire un peu ce que je pense de cette brutalité policière. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour, quand des gens ont pour seul instrument le marteau, tout ce qu'ils voient est clou. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à brutaliser un enseignant avec sa touche qui est en train de venir rendre un dernier hommage À son collègue. à son collègue. Quelle que soit la raison, parce qu'on a entendu plein de versions, non, il voulait confisquer le corps, non, je dis quelle que soit la raison, rien ne peut justifier, à partir du moment où eux, ils ne sont pas en train de... Ils ne sont même pas une menace à l'ordre public. Je pense qu'ils étaient avec la craie, ils étaient avec le touche, donc ils montraient dès le départ qu'ils se pointaient là comme étant des personnes responsables. Bon, moi je ne comprendrais pas. Moi je sais que ce régime est habitué à cette brutalité. Mais moi j'insisterai pas le régime. J'insisterai beaucoup plus. Je parle de faits vécus. Par moi-même aussi, dans ma chair. Bon. Alors, moi j'insisterai un peu sur l'enseignant. Je vais vous raconter une histoire en quelques secondes. Quand nous étions en 4e et en 3e, on avait un jeune professeur de technologie. Tout le monde va s'en souvenir, enfin tous ceux de ma promotion. Il s'appelle Joseph Pousseux. Hein. Ce qui nous marquait, c'est que c'est ce monsieur-là, sans publicité, qui arrivait avec des chemises Jean-Philippe, transparentes. Il alignait les billets de 10 000, de 5 000. Chemise filtrée, voilà. Il alignait les billets de 10 000, de 5 000, toujours correct. Il avait une Peugeot neuve. Et ils étaient nombreux comme ça au lycée. Je pourrais citer M. Botnem Emmanuel. Ils étaient nombreux. Ils nous ont fait rêver. Ils ont suscité des vocations d'enseignants. Il y a des gens qui ont rêvé d'être enseignants parce qu'ils ont vu leurs enseignants pendant qu'ils étaient chez les bons. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que le corps d'enseignants aujourd'hui est clochardisé. C'est une réalité. Alors, mais comment ce corps clochardisé là continue à tirer? Non, en fait, il n'attire pas. C'est des chômeurs qui se réfugient derrière ce qu'on appelle les matricules. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais je dis pour la plupart. C'est des gens qui vont chercher ce qu'on appelle le matricule. Et ça donne au niveau de la fonction aujourd'hui ce que ça peut donner. Je ne peux pas expliquer, même si le sujet que je vais aborder est un sujet sensible, mais c'est parce que je voudrais m'interroger à haute voix. Je ne peux pas comprendre qu'un chef de l'État tienne chaque année à aller superviser lui-même la sortie de personnes en armes, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes. Il y tient chaque année. Et je ne comprends pas pourquoi le dernier Conseil national de l'éducation s'est tenu en 1983. Je ne peux pas comprendre. Dans un pays comme celui-ci où l'éducation devrait être la base de tout projet de développement, une fois de plus, sujet sensible, je ne veux pas créer la polémique, mais je m'interroge encore haute voix. Je ne comprends pas pourquoi un militaire, à niveau de formation égal à un enseignant, touche plus que l'enseignant. Je ne sais pas si nous sommes aujourd'hui dans un État militaire ou un État qui se veut civil. Je dis bien, je ne veux pas créer de polémique, je m'interroge simplement. C'est-à-dire que l'enseignant aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé leur fameux,
je sais pas moi, programme, c'était quoi, grandes ambitions, grandes réalisations, machin. On n'a trouvé rien à réaliser. On n'a trouvé rien à ambitionner pour l'enseignant. Mais quand on regarde la répartition budgétaire dans la loi des finances, on constate que le ministère de l'Éducation de base, enseignement secondaire et enseignement supérieur ont des parts les plus importantes du budget de la République du Cameroun. Mais comment expliquer que le statut des enseignants, lui, ne reflète pas la réalité des enveloppes budgétaires octroyées à ces différents départements ministériels? Vous savez, moi je viens à Yaoundé. Et j'ai vu deux directeurs d'administration centrale se discuter un jour. Et il y a un qui disait, « Ah, monsieur le directeur, comment tu vas ?» Il dit, « Non, 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 dis donc, c'est toi le vrai directeur. Toi, tu as un budget de 2 milliards, moi je n'ai que 200 millions. » Donc, plus vous avez un grand budget, plus vous volez, donc plus vous êtes plus grand dans leur système. Là. Donc, quand vous avez un budget qui est élevé, ça ne veut pas dire que ce budget ira au bénéfice des populations. C'est-à-dire que vous êtes en train de rendre plutôt un ministre plus grand, c'est-à-dire il volera plus, avec des collaborateurs qui seront plus riches. Et aller au ministère des enseignements secondaires, je vous rappelle qu'il y a 3 ans, il y a eu une trentaine, je dis bien une trentaine de hauts cadres qui ont été envoyés à Konengi. Alors le budget là-bas, mais c'est une bonne chose, non? On sait comment ça fonctionne. C'est la répartition qui n'a pas marché. Alors, donc, on sait qu'aujourd'hui, les budgets au niveau de l'État ne veulent forcément pas dire que ça sert les populations. Non, c'est une réalité. Pour l'enseignant aujourd'hui, pour le gouvernement aujourd'hui, l'enseignant n'est pas une priorité. Pour le gouvernement aujourd'hui, l'éducation n'est pas une priorité. On ne peut pas. Nous, on a fait des études dans des classes de 60 élèves. Là où cet incident est arrivé, ils sont 150 en classe, assis 3 par banc, des bancs de 2 cm. Quelle est la priorité de ce gouvernement finalement? Que peut un jeune comme celui-là, sorti à 26 ans, gérer 150 jeunes? 150. Psychologiquement même. Nous, on était 30, 40. Oh ouais. Le prof passait entre les bancs. Ouais. Il distillait son coup en allant au fond, en revenant. Il circulait. Il connaissait chacun par son nom. Il connaissait la psychologie de chaque élève. Ça permet de mieux enseigner, de mieux contrôler les troupes. Si vous avez un gars... Son salaire. Vous dites même quelque chose de pertinent. Il est temps que, et là vous avez raison, Angelbert, qu'on paye aussi ses enseignants. Quel est ce pays où vous sortez de l'école normale? On vous envoie à Mora, on vous envoie à Tcholéré. Même au ministère de la Santé, alors là-bas c'est une catastrophe. Les jeunes médecins sans salaire, on les envoie à Tcholéré, on les envoie à Mora, on les envoie à... C'est pareil. Mais vous voulez que ces gens s'en sortent comment? Franchement. Je suis d'accord avec vous. Après vous, on a des points d'accord. Angel Cyril Sambaka, sur la sortie du président de la République, 2 semaines après l'assassinat de ce jeune enseignant de 26 ans, assassiné sur le campus du lycée de Kolbison, et l'attitude de son ministre de tutelle, qui a tenu à rappeler qu'il était plutôt affecté dans un lycée dans le Noun, dans la région de l'Ouest. Vraiment. Et que ses collègues souhaitent lui rendre hommage et que ce soit cette réaction musclée qui leur a servi là où ils demandent l'amélioration et la prise en compte du statut particulier des enseignants au Cameroun. Je ne dirais pas le contraire de ceux qui m'ont précédé. Je vais seulement tout simplement regretter le fait que l'enseignement n'était pas comme ça au Cameroun. Vous vous rappelez de la période d'Adamon Damdjoya. Ouais. L'enseignement, il y avait des enseignants éducateurs. Hein? Mais ça va me dire, mon frère, il est là, il est à lyrique. Tout à fait. Hein? Il sait que la priorité... Il a été d'ailleurs le premier directeur. Non, l'un des meilleurs directeurs de lyrique. Directeur fondateur de lyrique. Il était à cette période, il était question que l'expertise camerounaise compte en Afrique. Et vous vous rappelez que même l'armée, il y a eu des comparés, autres qui sont venus à l'école ici. Oui. Donc le Cameroun était une référence. Et cela est parti comme ça. Ça s'est effrité au jour le jour. Mais pourquoi cela? Tout simplement parce que... La crise économique. Non, la première chose, c'est que le colon blanc est parti en laissant le colon noir. Fanon. C'est la première chose. Parce qu'on n'a pas compris que le développement du Cameroun ne passe pas par l'ENAM, mais par Polytech,
etc. On a commencé donc à bâtir cela. Au point où on se pose la question si le départ du premier président n'est pas dû à cela. Parce que les Camerounais étaient en train de s'émanciper. Les Camerounais commençaient à être les meilleurs. Aller en Europe et tout ça là, quand vous êtes Camerounais, vous ne faites pas le travail de Sarah Collé. C'était comme ça à l'époque. Donc le Cameroun était une référence. Et ça a commencé à partir. Et on s'étonne que les anglophones à l'époque étaient contents de venir à l'université de Yaoundé. Oui. Parce que quelque chose s'ajoutait. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'université fédérale était... on s'étonne. Pourquoi est-ce que le sud-ouest et le nord-ouest sont dans cette situation? Non. Parce qu'ils veulent revenir en arrière. Là où ils se sentaient mieux. Voilà le problème du Cameroun. Et c'est la même chose dans la partie francophone. Nous avons quand même eu des gens ici qui ont essayé de bâtir ce pays. Nous avons eu des entreprises qui sont parties en... Tout ça pourquoi? Parce que les gars qui sont sortis de l'ENAM ont pris des positions, ont remplacé les hommes d'affaires, sont devenus des milliardaires. Et le Cameroun est parti comme ça en lambeau. Il faut revoir tout cela. Ce n'est pas le fonctionnaire qui va sauver le Cameroun. C'est le privé. Il faut donc qu'à l'école qu'on appelle l'ENAM, qu'on apprenne à encadrer les nationaux. C'est la première chose. À encadrer, où nous voyons des enseignes, n'est-ce pas, des supermarchés, des choses qui viennent. Et moi, aujourd'hui encore, si vous passez chez vous, allez voir l'exposition que les enfants sont en train de faire. Des produits locaux. Oui. Chez moi. C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. On peut faire quelque chose, on peut consommer camerounais. Mais pourquoi on nous ouvre tout ce... Ce n'est pas normal. Il faut commencer par cette école-là. À leur apprendre comment est-ce qu'un fonctionnaire encadre les populations. Facilite les tâches aux nationaux. Nous avons toutes les difficultés. Le pays ne marche pas. C'est connu. Maintenant, on parle de décentralisation. Ça marche, mais ça marche pas. Quand on parle de décentralisation, on fait un pas en avant, on fait deux en arrière. Qu'est-ce qui reste? Quel est le problème? L'administration. Ils ne veulent pas enlever les pieds des pédales. Voilà le vrai problème du Cameroun. Il faut maintenant que le Cameroun soit bâti par nous tous, pour nous tous. C'est ça la vérité. Et je pense que si on va dans ce sens-là, on peut rattraper les choses très rapidement. Mais si on continue comme on continue là, moi je doute fort. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous Pascal Charlemagne Sanganyamzi, c'est moi qui vous remercie. Merci également à Edmond Kandia. Merci à Edmond Kandia d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous messieurs, Seri Sambaka et Angelbert Lebom d'Achua. Nous avons réussi à faire des coalitions, c'est bien pour le Cameroun. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.